Ma femme m'a giflé en pleine figure à Noël et m'a accusé de lui avoir refilé une MST devant toute ma famille. Tout le monde l'a cru, jusqu'à ce que je prouve que c'est elle qui me trompait avec un collègue de travail, et que je les fasse tous payer pour ça. Pendant 12 ans, j'ai été le mari fidèle. Elle a été l'épouse parfaite, jusqu'au jour où elle a décidé de faire de moi le méchant de sa propre trahison. Moi, 37 ans, et ma femme Tania, 36 ans, nous avions ce que tout le monde appelait un mariage solide. On s'est rencontrés à la fac, on s'est fréquentés pendant 3 ans, on s'est mariés quand j'avais 25 ans. On a acheté une maison à Chandler, on parlait d'avoir des enfants un jour, on partait en vacances à San Diego chaque été. Rien d'extravagant, rien de dramatique, juste 2 personnes qui construisaient une vie ensemble. Ma famille l'adorait, sa famille m'adorait. Nos amis disaient toujours que nous étions le couple stable qu'ils rêvaient d'être. Pendant 12 ans. Je n'avais jamais remis ça en question, je n'en avais jamais eu de raison. Elle était ma personne, j'étais la sienne, un point c'est tout. Sauf que ces derniers mois avaient été étranges. Rien que je puisse identifier avec précision, juste cette sensation au creux de l'estomac que quelque chose n'allait pas. Tania travaillait dans la vente pharmaceutique, donc elle avait souvent des réunions tardives et des conférences téléphoniques. Normal. Mais, dernièrement, elle rentrait à la maison et prenait sa douche immédiatement, elle laissait son téléphone face contre table n'importe où, et elle devenait bizarre, sur la défensive, quand je lui posais des questions simples sur sa journée. J'avais mis ça sur le compte du stress au travail. La fin d'année, c'est la période des objectifs, des primes, et de toutes ces conneries en entreprise. La vie était bien remplie. Peut-être qu'on traversait simplement une de ces phases de couple où l'on coexiste plus qu'on ne se connecte vraiment. C'était la veille de Noël chez mes parents, à Gilbert. Toute la famille était là. Mon frère Drew et sa femme. Ma sœur Tessa avec ses 3 enfants, oncle, tante, la totale. Ma mère met un point d'honneur aux décorations et à la nourriture. Elle transforme la maison en un mélange de films de Noël sucrés et de risques réels d'incendie. Je tenais un soda à la main, essayant d'éviter les sujets politiques de mon oncle. Et Tania était de nouveau dans un coin, scotchée à son téléphone. Elle était restée bloquée sur cet écran toute la soirée, à envoyer des messages à quelqu'un, et à la tension dans son corps, on voyait qu'elle devenait de plus en plus agitée. Vers 8 heures du soir, elle a lâché son téléphone et est restée assise à fixer le vide. Elle ne pleurait pas encore, elle fixait juste le néant avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Ma sœur Tessa a été la première à le remarquer. Elle avait toujours aimé Tania, la trouvait stable, sensée et, pour être honnête, parfois j'avais l'impression qu'elle préférait Tania à moi. Tessa s'est assise à côté d'elle et lui a passé un bras autour des épaules. « Ça va, ma chérie ?» La voix de Tessa était douce, inquiète. Tania a secoué la tête. Elle n'a rien dit, a juste secoué la tête, et ses yeux se sont remplis de larmes. J'étais de l'autre côté de la pièce, en train de parler boulot avec Drew, quand j'ai remarqué que le langage corporel avait changé. Tessa serrait Tania dans ses bras pendant qu'elle pleurait silencieusement, le visage dans les mains. Ma mère l'a vue aussi. Elle s'est approchée d'elle avec cette expression inquiète de mère, qui rendait mon père fou, toujours prête à sauter aux conclusions émotionnelles au lieu d'attendre les faits. Puis Tania a levé la tête, m'a regardé droit dans les yeux de l'autre côté de la pièce, et quelque chose dans son expression a fait que mon estomac s'est retourné. Elle s'est levée lentement. Tessa s'est levée avec elle, lui tenant toujours le bras. Ma mère demandait déjà ce qui s'était passé. Les conversations alentour se sont éteintes les unes après les autres alors que les gens réalisaient que quelque chose se tramait. Tania a pris une profonde inspiration. Puis une autre. Ses mains tremblaient. Elle s'est essuyé les yeux et a regardé autour d'elle, voyant que tout le monde était attentif. Il faut que je dise quelque chose. Sa voix était basse, mais tout le monde l'a entendue. La pièce est tombée dans un silence complet. J'essaie de trouver comment le dire depuis une semaine. Je ne voulais pas gâcher Noël. Je ne voulais pas faire ça devant tout le monde, mais je ne peux plus me taire. Ma tête essayait de comprendre ce qui diable était en train de se passer. Tania, peut-être qu'on devrait en parler en privé. L'ai-je commencé? Non. Elle m'a coupé, la voix maintenant plus ferme. Je t'en ai parlé en privé pendant des mois, je t'ai donné des chances, j'ai inventé des excuses, je me suis convaincu que j'imaginais des choses. Elle m'a regardé et des larmes coulaient pour de vrai sur son visage. Je suis restée silencieuse sur les soirs où tu rentrais tard, sur les déplacements professionnels d'où tu revenais avec une odeur de parfum, sur ta façon de filer directement sous la douche en rentrant à la maison,
comme si tu essayais de laver quelque chose sur toi. De quoi est-ce qu'elle parlait? C'était quoi, cette merde? Je me suis dit que c'était le stress au boulot, que tu étais juste fatigué, que je devenais parano et insécure. Elle a eu un rire amer, brisé. Je suis même allé chez le médecin en me disant que j'avais peut-être un problème hormonal. Que j'étais peut-être dépressive et que c'était pour ça que je me sentais si déconnectée de toi. Ma mère a porté la main à sa bouche. Tessa me fixait, une expression d'horreur grandissante sur le visage. J'ai vu mon père à l'arrière, la mâchoire serrée, qui observait sans encore réagir. C'était sa manière à lui, attendre de connaître toute l'histoire pendant que ma mère plongeait tête la première dans le chaos émotionnel. Mais ce n'était pas hormonal, a poursuivi Tania. Le médecin a demandé des analyses standards quand on a certains symptômes, et les résultats sont arrivés jeudi. Elle sortit son téléphone de son sac, les mains tremblant si fort qu'elle faillit le faire tomber. Elle ouvrit quelque chose sur l'écran, le leva, mais sans encore montrer ce que c'était. L'herpès. J'ai l'herpès, lança-t-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. Et je n'ai été qu'avec une seule personne ces 15 dernières années. Mon mari. L'homme en qui j'avais confiance. La pièce explosa en soupirs choqués et en murmures. Ma mère a littéralement chancelé. Mon père s'est levé de sa chaise, le visage indéchiffrable. Tania, je ne sais pas ce que tu crois. L'ai-je commencé? Ce que je crois. Sa voix s'éleva, devenant plus forte. Je crois que tu m'as trompé. Je crois que tu as ramené une MST à la maison et que tu me l'as refilée. Je crois que j'ai été une épouse fidèle et dévouée pendant que tu courais on ne sait où à faire on ne sait quoi avec on ne sait qui. Je ne t'ai pas trompé. Ma propre voix était désormais forte, elle aussi. Un menteur, cria-t-elle pour de vrai maintenant. Maintenant tu es un menteur. Tous ces déplacements professionnels à Tucson, toutes ces nuits à rentrer tardieux chantier, tous ces week-ends où tu disais devoir travailler et où je restais seul à la maison. Tu ne travaillais pas, n'est-ce pas? Tu étais avec elle. Où avec elle? Avec combien de femmes as-tu couché dans mon dos? Tessa avait déjà complètement pris le parti de Tania, me fixant avec haine. Ma mère pleurait, faisant ce qu'elle faisait toujours, elle transformait tout en sa propre souffrance au lieu d'attendre les faits. Mon père se contentait d'observer, toujours sans rien dire, mais je le voyais analyser, calculer. Je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas y croire, poursuivit-elle, la voix brisée. Je t'ai trouvé des excuses parce que je t'aimais, parce que je croyais que ce qu'on avait était vrai. Je suis à la maison tous les soirs à m'occuper de notre vie, à être l'épouse parfaite, et voilà ma récompense? Une maladie que je vais devoir porter pour le restant de mes jours? Tania, écoute-moi. L'ai-je tenté d'interrompre? Non. J'en ai marre de t'écouter. Marre de te trouver des excuses. Elle pleurait pour de vrai maintenant, mais elle parlait encore, elle jouait toujours pour son public. Je t'ai protégé, j'ai protégé ta réputation, je n'ai parlé de mes soupçons à personne parce que je ne voulais pas que les gens pensent du mal de toi, mais je n'en peux plus. Je ne peux plus garder ça pour moi pendant que tu es là, à me mentir en face. Ma sœur Tessa fit un pas en avant. Mon Dieu, Tania. Je suis si désolé. Je n'avais aucune idée. Elle me lança un regard de pure haine. Ah, comment as-tu pu lui faire ça? Tessa, je n'ai rien. Non. Tessa pointa un doigt accusateur vers moi. Ne t'avise pas de te chercher des excuses. Elle a une preuve médicale. Elle a des analyses. Et toi, qu'est-ce que tu as? Encore des mensonges? Ma mère s'approcha de Tania et lui posa une main sur le bras. Ma chérie, je suis tellement désolé. Je ne sais même pas quoi dire. Là elle me regarda, les larmes coulant sur son visage, comme si j'étais déjà condamné dans son esprit. Typique. Ah, comment as-tu pu? Je t'ai élevé mieux que ça. Maman, je ne l'ai pas trompée. J'étais presque en train de crier maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai pas trompé Tania. Alors comment elle l'a attrapée? La voix de ma mère se brisa, complètement submergée par l'émotion, sans aucune logique. Tu es son mari. Si ce n'est pas toi, alors c'est qui? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas moi. Mon père parla enfin. Sa voix était calme, posée, assez tranchante pour couper l'hystérie ambiante. Tout le monde doit respirer.
C'est une accusation grave, et nous avons besoin de faits, pas d'émotions. Dieu merci. Des faits? Tessa se tourna vers lui. Là, elle vient juste de te donner les faits. Elle a une analyse. Elle a un résultat qui dit qu'elle est malade. Elle a un résultat qui dit qu'elle est malade, oui, répondit mon père avec prudence. Cela ne prouve pas nécessairement comment elle est tombée malade. Les yeux de Tania s'écarquillèrent. Vous êtes en train de dire que je mens? Vous allez vraiment le défendre, maintenant? Je dis que nous devons comprendre toute la situation avant de détruire des vies avec des accusations. Le détruire est sa vie? Sa voix devint stridente. Et ma vie à moi? C'est moi qui ai été humilié. C'est moi la victime, ici. Puis Tania vint vers moi. Tout le monde se tendit. Elle s'arrêta juste devant moi, le visage trempé de larmes, le corps tremblant. Ah, comment as-tu pu, chuchota-t-elle. Juste pour moi, d'abord. Puis, plus fort, pour tout le monde, comment as-tu pu nous faire ça? Et elle me gifla au visage avec force, assez fort pour faire du bruit, pour marquer le coup, pour vendre la scène. La pièce resta figée. Personne ne bougea. Tessa parla immédiatement. Mais tu ne peux pas rester ici avec lui. Viens chez moi. Tu ne devrais pas approcher ce monstre. Ma mère approuva, toujours en larmes. Oui, va avec Tessa. Tu as besoin d'être en sécurité. Il faut que je parte. J'ai juste besoin de sortir d'ici. Tania attrapa son sac. Tessa lui passa le bras autour des épaules. Viens, ma chérie. Partons d'ici. Elles sortirent ensemble. Je pouvais encore les entendre dans le garage, la voix de Tessa qui tentait de consoler Tania en me traitant de tous les noms, tandis que ma mère acquiesçait comme si j'étais la pire personne au monde. Après leur départ, la pièce resta silencieuse. Tout le monde me fixait. Mon père était le seul à ne pas avoir l'air convaincu. Il me tira de côté. Tu dois faire un test demain. Il te faut des preuves, quel que soit le résultat. Je vais le faire. Bien. Parce que pour l'instant, tout le monde te croit coupable. Il te faut des faits pour affronter ça. Je suis rentré chez moi seul ce soir-là, l'esprit en ébullition. La maison semblait vide sans Tania. Mais, honnêtement, j'ai ressenti un soulagement. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Quelque chose dans toute cette scène semblait faux. Trop mise en scène, trop bien chronométrée, comme si elle planifiait cela depuis un moment. Mais en même temps, une pensée me taraudait l'esprit, j'avais subi une ablation de la vésicule biliaire 6 mois plus tôt. Une procédure de routine, mais il y avait eu des perfusions, des prélèvements sanguins, tout ça. Est-ce qu'un équipement contaminé pouvait causer quelque chose comme ça? Cela semblait extrêmement improbable, mais les hôpitaux font parfois des erreurs. Si Tania ne me trompait pas, alors c'était peut-être une erreur médicale. Peut-être qu'aucun de nous n'avait rien fait de mal et que c'était juste une malchance terrible. Cette pensée m'empêcha de péter les plombs. Pour l'instant. Dès le lendemain matin, je me suis rendu directement dans un centre de soins urgents à Scottsdale. J'ai dit à l'infirmière que je voulais un dépistage complet des MST. Elle m'a demandé si j'avais des symptômes. J'ai dit non, que j'avais juste besoin de tranquillité d'esprit. Elle m'a jeté ce regard de quelqu'un qui a déjà vu ce film exact une centaine de fois. Prise de sang, urine, écouvillon, le tout. Résultat dans 3 à 5 jours ouvrés, annonça-t-elle. 3 à 5 jours. Cela aurait tout aussi bien pu être 3 ans. Mais je devais attendre. Quand je suis rentré à la maison, Tania avait déjà envoyé 5 messages. Il faut qu'on parle d'argent. J'ai besoin d'accéder à ton compte pour les frais médicaux. Mais tu me dois au moins ça après ce que tu as fait. Sérieusement, tu vas m'ignorer comme ça? J'ai besoin d'argent. Je suis resté à fixer l'écran. Elle se positionnait déjà en victime méritant compensation. Elle essayait déjà de soutirer de l'argent avant même que j'aie mes résultats. J'ai répondu, ferme-la. Attends mes résultats. Ensuite, on parlera. Elle n'a pas répondu pendant 1 heure. Puis est venue. Donc tu vas me laisser comme ça? Me laisser gérer ça toute seule? C'est toi qui es parti. Tu es chez Tessa. Débrouille-toi. Mon téléphone a sonné. Tania. Je l'ai envoyé vers la messagerie. Elle a rappelé. Et encore.
C'est là que c'est devenu intéressant. Deuxième jour d'attente des résultats. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Bonjour. Vous êtes le mari de Tania? La voix d'une femme, tremblante, comme si elle avait pleuré. Et qui est à l'appareil? Je m'appelle Jennifer. Mon mari, c'est Adrien. Il travaille avec votre femme. Mon estomac a fait un plongeon. D'accord, et alors? Je viens de recevoir mes résultats. J'ai l'herpès. Et je sais, avec certitude, que mon mari me l'a refilé parce qu'il me trompe avec votre femme depuis 6 mois. Un froid glacial m'a envahi. Quoi? J'ai trouvé des messages entre eux, des reçus d'hôtel, des photos, tout. Ils ont une liaison, et maintenant nous deux, on l'a attrapé à cause d'eux. Je me suis lourdement assis sur le canapé. Depuis combien de temps le savez-vous? Je soupçonnais quelque chose depuis des mois, mais j'ai eu la confirmation hier. J'ai trouvé le téléphone de secours qu'il cachait dans le garage. Tous les messages étaient dessus. Chaque mensonge, chaque beurre sup, chaque conférence, il était avec elle. Bon sang. Je vous appelle parce que vous méritez de savoir. Votre femme vous a refilé une MST par l'intermédiaire de mon mari. C'est une menteuse et une traîtresse. Et je vais tout prendre à Adrien, tout ce qu'il a. Tania m'a accusé de l'avoir trompé, dis-je lentement. Le réveillon de Noël, devant toute ma famille. Elle m'a giflé et a dit que c'était moi qui lui avais refilé la maladie. Jennifer eut un bruit de dégoût. Bien sûr qu'elle a fait ça. C'est ce que font les traîtres. Ils retournent la situation avant que vous ne découvriez la vérité. Je me suis fait tester hier et j'attends encore les résultats. J'espère que vous serez négatif, parce que si vous ne l'êtes pas, c'est elle qui vous l'a refilé et qui a ensuite tenté de détruire votre réputation pour couvrir sa propre merde. Nous avons parlé encore 20 minutes. Jennifer m'a envoyé des captures d'écran de tout ce qu'elle avait trouvé, des conversations entre Adrien et Tania, des réservations d'hôtels, des photos supprimées de son téléphone, la preuve d'une liaison de 6 mois que Tania avait cachée tout en jouant l'épouse parfaite. J'ai sauvegardé chaque capture. Quand j'ai raccroché, je ne pensais plus aux aiguilles contaminées à l'hôpital. J'étais furieux. Tania m'avait trompé, avait chopé une MST de son amant et, au lieu de l'assumer, m'avait humilié publiquement le soir de Noël pour contrôler la narration. Me voilà à attendre mes résultats, mais la vérité était déjà claire comme le jour. Troisième jour d'attente des résultats. Tania est apparue à la maison. J'ai vu sa voiture entrer dans l'allée par la fenêtre. J'ai pensé ne pas ouvrir, mais au diable. Autant en finir. Elle est entrée avec cette posture de quelqu'un qui se croit dans son droit et indigné. Et il faut qu'on parle d'argent. Mes factures médicales s'accumulent et tu m'ignores comme si je n'existais pas. C'est aussi de ta responsabilité. Les médicaments coûtent très cher et tu agis comme si rien n'avait d'importance. Là, assieds-toi, dis-je. Ne me donne pas d'ordre. Je ne m'assierai pas tant que tu n'auras pas viré de l'argent sur mon compte. L'hôpital m'appelle tous les jours et c'est de ta faute si je dois gérer ça toute seule. Tu vas t'asseoir. Ma voix coupa sa complainte comme une lame. La pièce devint silencieuse. Quelque chose dans mon ton froid, contrôlé, définitif la fit s'arrêter au milieu de sa phrase. Sa bouche resta ouverte une seconde. Puis elle s'assied lentement sur le canapé, soudain bien moins assurée. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert le dossier avec les captures de Jennifer et j'ai laissé le silence peser un instant. Je suis au courant pour Adrien. Son visage perdit toute couleur. Quoi? Adrien, le manager régional dans ta boîte. Ton partenaire de lit depuis 6 mois. Le type qui t'a en réalité refilé l'herpès. Ça te dit quelque chose? Je ne sais pas de quoi tu parles. Sa femme m'a appelé. Elle m'a tout envoyé. Messages, hôtel, photos. Je sais que tu couchais avec lui. Je sais que c'est lui qui t'a refilé la maladie. Je sais que tu m'as accusé le soir de Noël pour couvrir ta propre merde. Sa bouche s'ouvrit et se referma. Aucun mot n'en sortit. Voici comment ça va se passer, je continuai. Ma voix, trop calme. D'une calmesse effrayante. J'attends toujours le résultat de mon test. Mais je connais déjà la vérité. Tu m'as trompé. Tu as chopé une MST de ton amant.
Et tu as essayé de détruire ma réputation pour sauver la tienne. Son visage était livide. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je ne peux pas quoi? Te poursuivre en justice? Te couvrir de honte? Alors envoie ces captures d'écran à ta mère, à ton travail, à toute la famille. Vas-y, essaie. Je me suis penché en avant. Que mon résultat soit positif ou négatif, je vais détruire ta vie d'une manière si complète que tu souhaiteras ne m'avoir jamais connu. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, cette fois, pas cette mise en scène pourrie du réveillon. C'était une erreur. C'est arrivé. Je ne voulais pas que tout ça arrive, c'est juste, arrivé. Arrivé, c'est ça? Tu as accidentellement couché avec lui de multiples fois pendant des mois. Quelle coïncidence insensée. S'il te plaît, on peut surmonter ça. Barre-toi. Non. Écoute-moi bien, barre-toi. Cette maison est aussi à moi. Sa voix se brisa, devenant aiguë, désespérée. Tu ne peux pas me jeter dehors comme si je n'étais rien. Je me suis levé, sans un mot. Je suis allé directement dans la chambre et j'ai commencé à arracher ses vêtements de l'armoire, les cintres claquant sur le sol. J'ai pris des sacs poubelles sous l'évier et j'ai tout fourré dedans, robes, chaussures, ces coussins décoratifs idiots, tout. Elle est venue derrière moi en hurlant. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Je ne te mets pas à la porte. J'ai attaché un sac et en ai pris un autre. Je jette les ordures de ma propriété. C'est différent. Arrête. Arrête. Elle a tenté de tirer un sac de ma main. J'ai tiré plus fort et elle a chancelé. Tu touches encore à mes affaires et j'appelle la police pour agression. Vas-y, essaie. Son visage se tordit de rage. Tu es fou. Tu es un psychopathe. Ouais, et toi, tu es une traîtresse qui a essayé de rejeter la faute sur moi pour tes propres erreurs. Je crois qu'on est quitte. Je suis passé devant elle, j'ai porté 3 sacs jusqu'à la porte d'entrée et les ai jetés sur le perron. Ils sont tombés avec un bruit satisfaisant. Je suis retourné en chercher d'autres. Elle était plantée sur le pas de la porte, tremblante, le mascara coulant sur son visage comme dans un film d'horreur. Tu fais vraiment ça, chuchota T.L. Tu t'en rends vraiment compte seulement maintenant? J'ai attrapé sa trousse de maquillage sur le plan de toilette. Mon Dieu! Pas étonnant qu'Adrien soit allé sans capote. Penser clairement n'est pas ton point fort. Va te faire foutre. Je l'ai déjà fait. La plus grande erreur de ma vie. J'ai lancé la trousse sur la pile. Tu veux autre chose? Envoie ton avocat. Ah, non, attends. Tu n'as pas d'argent pour un avocat, hein? Va falloir demander à Adrien. Elle est restée sur le pas de la porte, tremblante de haine et de sanglots. J'espère que tu l'as aussi, cracha T.L., venimeuse. J'espère que tes tests seront positifs. Pour que tu saches ce que ça fait. Pour que tu comprennes ce que je traverse. Je l'ai regardé, j'ai laissé ces mots planer dans l'air, puis j'ai souri. Un sourire froid, vide. Voilà. La vraie toi. Il était temps. J'ai pris le dernier sac, je suis allé à la porte et je l'ai maintenue ouverte. Dehors. Je te hais. Parfait. On est deux, maintenant. Elle est sortie, les épaules secouées par les sanglots. J'ai refermé la porte derrière elle. Je ne l'ai pas claquée. Juste fermée. Verrouillée. Verrou, chaîne, tout. Elle a commencé à frapper la porte de toutes ses forces, encore et encore. Ouvre la porte. Ouvre. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une canette de soda, je l'ai ouverte et j'ai bu une longue gorgée. Les coups ont continué. 5 minutes. Dit ses poings qui martelaient, sa voix brisée. S'il te plaît, on peut arranger ça, s'il te plaît. Puis, le silence. J'ai entendu sa voiture démarrer. J'ai entendu les pneus crisser en partant. Le lendemain, j'ai rencontré mon avocat. La meilleure décision de ma vie avait été de faire un contrat prénuptial avant d'épouser Tania. Elle s'était battue à l'époque. Elle disait que cela signifiait que je ne lui faisais pas confiance, que je ne croyais pas en notre amour, que je planifiais l'échec au lieu du succès. J'avais dit que c'était juste une précaution intelligente, une assurance,
pour protéger ce que chacun apportait au mariage. Elle avait fini par signer, pensant probablement qu'elle me convaincrait de déchirer ce contrat après quelques années de bonheur conjugal. Eh bien, ce prénuptial allait me sauver la mise. J'ai tout montré à mon avocat. Les captures d'écran de Jennifer, les relevés téléphoniques que j'avais obtenus de l'opérateur, les témoignages de ma famille qui avait assisté à l'accusation à Noël, je lui ai parlé de la liaison, de la MST, de l'humiliation publique. Mon avocat a souri. C'est une victoire facile. Adultère, diffamation, accusation frauduleuse, et le prénuptial signifie qu'elle repart pratiquement avec rien, à part ce qu'elle a apporté au mariage. Mais elle n'a rien apporté. Exactement. J'attends toujours mes résultats, ai-je dit. Ils devraient arriver dans un jour ou deux. Cela n'a pas d'importance pour le divorce. La liaison suffit amplement. Mais si vous êtes positif, on peut aussi intenter une action civile pour dommages-intérêts. Nous avons déposé la demande de divorce cet après-midi-là. Simple. Différence irréconciliable, adultère, division des biens conformément au prénuptial. J'ai gardé la maison, les voitures, les économies. Tania a récupéré ses effets personnels et son fonds de retraite, qui contenait environ $8 000. Nous lui avons fait signifier les papiers chez Tessa. À en juger par les messages ultérieurs de Tessa me traitant de tous les noms, Tania a fait une crise totale en lisant les conditions. Dommage. Les résultats sont arrivés 3 jours plus tard. 5 jours après le réveillon de Noël, la clinique était fermée pendant les fêtes, tout était lent. Négatif. Tous les tests étaient clean, un par un. Je suis resté assis sur le parking de la clinique, regardant ce papier, sentant un immense soulagement me submerger par vagues. Je ne l'avais pas. Elle ne m'avait pas infecté. Quoi qu'elle ait fait avec Adrien, au moins, elle ne me l'avait pas transmis avant que je découvre tout ça. J'ai pris une photo des résultats. Je les ai envoyés à Jennifer. Elle a répondu immédiatement. Félicitations. Maintenant, détruis-la. Ensuite, j'ai envoyé les résultats à mon avocat. Elle a répondu en quelques minutes. Parfait. Cela renforce tout. Elle a tenté de vous détruire alors qu'elle était coupable. Le juge va détester ça. Tania a rapidement trouvé un avocat. Un type qui se prétendait spécialiste des droits des femmes, ce qui apparemment signifiait lutter contre les prénuptiaux et saigner les maris jusqu'à la dernière goutte. Il a immédiatement déposé une contraction, affirmant que le prénuptial avait été signé sous la contrainte, qu'elle méritait une division 50-50e des biens, une pension alimentaire, la couverture des frais médicaux, la totale. Mon avocat a ri quand il a vu ça. Ils sont désespérés. Le prénuptial a été signé 2 mois avant le mariage, avec une consultation juridique indépendante. Aucun juge ne l'annulera. Et avec l'adultère et cette histoire de MST, elle aura de la chance si elle arrive à conserver sa propre retraite. La phase de Discovery a été un massacre pour Tania. Chaque message avec Adrien a refait surface, chaque reçu d'hôtel, chaque mensonge sur les réunions tardives ou les voyages conférences. Son avocat a tenté de supprimer une partie des preuves en disant qu'elles avaient été obtenues de manière irrégulière. Sauf que comme tout provenait de la procédure de divorce légal de Jennifer, c'était du jeu propre. La scène du réveillon de Noël est devenue le cœur de mon affaire. Mon avocat a soutenu que cela prouvait le caractère manipulateur de Tania et sa volonté de détruire ma réputation pour sauver sa propre peau. Il a joint les témoignages des membres de la famille qui avaient assisté à l'accusation et à la gifle. L'avocat de Tania a tenté de me peindre en mari vindicatif et contrôlant, mais on ne peut pas argumenter contre des documents, des analyses, des relevés téléphoniques et des témoins. Le juge n'a eu aucune sympathie pour sa version. Pendant ce temps, j'avais tout exposé à ma famille. J'ai envoyé un message de groupe avec toutes les preuves, les relevés prouvant la liaison, les captures des conversations entre Tania et Adrien, mes résultats négatifs contre ses résultats positifs, et l'histoire complète de sa tentative de me détruire publiquement pour couvrir sa trahison. Ma mère m'a appelé en pleurant. Pardonne-moi. J'aurais dû te croire. J'aurais dû attendre les faits. Ouais, tu aurais dû. Je n'étais pas prêt à pardonner. Tu m'as condamné immédiatement juste parce que Tania pleurait. Sans question, sans me donner le bénéfice du doute. Rien qu'un jugement instantané. Je sais. Je suis tellement désolé. S'il te plaît. Maman, j'ai besoin d'espace. Vraiment.
Tessa a appelé juste après. Tu ne peux pas dire que c'est de notre faute si on l'a cru. Elle avait l'air si sincère. Là elle mentait et vous avez tout gobé. Vous m'avez traité de monstre. Vous avez dit que je ne valais rien. Vous avez pris son parti sans même me demander ma version. C'est une femme blessée, et moi je suis ton frère, innocent. Mais tu t'en foutais, hein? Ce n'est pas juste. Dis-moi une chose, Tessa, c'était quand, la dernière fois où tu as attendu les faits avant de sauter aux conclusions? Elle a raccroché au nez. Mon père m'a appelé plus tard dans la soirée. Ça va? Au mieux possible. Je coupe les ponts avec maman et Tessa. Au moins pour l'instant. Je ne supporte pas les gens qui traitent les sentiments comme des preuves. Je comprends, dit-il doucement. Et, pour info. Je t'ai cru depuis le début. Je connais mon fils. Merci, papa. Il est resté silencieux une seconde. Je l'ai entendu respirer profondément. Je dois te dire une chose, dit-il. Il n'y avait pas de drame dans sa voix, juste une fermeté définitive. Je vois un avocat depuis un moment. Le réveillon de Noël n'a fait que tout confirmer. Mon cerveau a bugué. Confirmer quoi? Je vais divorcer de ta mère. Je me suis assis sans m'en rendre compte. Tu es sérieux? Très sérieux, répondit-il. J'ai passé ma vie entière à la voir traiter les sentiments comme des faits. Si elle ressent quelque chose, alors pour elle, c'est déjà la vérité. Et quiconque n'est pas d'accord devient un ennemi. J'ai même pu vivre avec ça quand il s'agissait de voisins, de collègues, de dramas familiaux. Mais quand elle a fait ça avec toi, devant tout le monde, sans aucune preuve. Là, ça a été la fin pour moi. Il n'avait pas l'air en colère. Juste, fatigué. Là elle s'est excusée, dis-je, même en sachant ce qu'il allait répondre. Là elle s'est excusée pour ce que ça t'a fait ressentir, pas pour avoir eu tort, dit-il. Là elle pense toujours avoir raison parce qu'elle était contrariée et que Tania pleurait. C'est ça, le problème. Dans sa tête, j'étais ému et éteint laissé passer pour accuser n'importe qui de n'importe quoi. Il fit une pause et ajouta. J'essaie de lui en parler depuis des années. Thérapie, conversation, compromis. Rien ne change. J'ai 62 ans. Je ne vais pas passer le temps qu'il me reste en cours martial émotionnel chaque fois qu'elle décide que ce qu'elle ressent est plus important que la réalité. Nous avons parlé encore 1 heure. Il planifiait cela depuis un moment. Le réveillon de Noël n'avait fait que sceller ce qu'il savait déjà, ma mère faisait tout tourner autour de l'émotion et ne laissait même pas les faits approcher. La vie d'Adrien s'est effondrée la première. Jennifer a demandé le divorce en mode terre brûlée. Elle avait les preuves de la liaison, de la MST, des mensonges, du téléphone caché. Elle a demandé la garde totale des enfants 13 et 15 ans, assez âgés pour comprendre que le père avait trompé et en plus refilé une MST à la mère. Quand le juge a demandé aux enfants s'ils voulaient voir leur père, tous deux ont dit non. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas être près de quelqu'un capable de leur mentir effrontément et de manquer de respect à leur mère de cette façon. Le juge a donné la garde principale à Jennifer. Adrien n'a obtenu que des droits de visite supervisés, si les enfants étaient d'accord. Ils n'ont jamais accepté. Jennifer a gardé la maison, les voitures, une pension pour les enfants et une pour elle. Adrien a fini dans un appartement minable à Mesa, travaillant dans un poste médiocre pour la moitié de son ancien salaire après avoir été licencié de la pharmaceutique pour violation de l'éthique et fraude dans les notes de frais. La chute de Tania fut presque aussi spectaculaire que la sienne. L'enquête interne de l'entreprise a révélé qu'elle et Adrien avaient fait passer des dépenses personnelles pour des frais professionnels. Les chambres d'hôtel qu'ils avaient partagées, les dîners sans aucun client présent, les voyages de conférences qu'ils avaient effectués sans raison légitime. On lui a offert de démissionner avec 3 mois d'indemnité en échange de ne pas poursuivre l'entreprise. Elle a accepté, parce que se battre aurait signifié admettre la fraude. Au bout d'un moment, elle a trouvé un autre emploi dans la vente de dispositifs médicaux mais avec une réduction de salaire de 30%. Elle a déménagé dans un appartement d'une chambre à Tampes. Et elle a commencé à avoir du mal à payer le loyer et à couvrir les frais médicaux avec son revenu réduit. Mon divorce a été finalisé en avril. Le juge a appliqué le contrat prénuptial à la lettre. Tania a récupéré ses effets personnels, sa retraite, et rien de plus. Pas de maison, pas de pension, pas de bien commun. Elle a tout essayé, son avocat a sorti tous les arguments possibles.
Elle a dit que le prénuptial était injuste. Elle a dit que j'étais riche et qu'elle méritait une aide. Elle a dit que l'histoire de la MST était une information médicale privée et ne devrait rien influencer. Le juge a tout balayé. Votre cliente a eu une liaison extra-conjugale prolongée, a contracté une MST de son amant et a ensuite publiquement accusé son mari d'infidélité pour dissimuler ses propres actes. Le contrat prénuptial est valide et sera exécuté comme stipulé. Tania était là, en larmes, pendant que le juge lisait la décision finale. Je n'ai rien ressenti. Pendant ce temps, le divorce de mes parents suivait son cours. Ma mère a tout essayé pour l'empêcher, supplications, chantage émotionnel, elle a agi comme si sa décision était une crise de la quarantaine soudaine. Il n'a pas cédé. Lors d'une session de médiation, dont j'ai eu connaissance après, il lui a dit : « J'ai passé 40 ans à gérer tes émotions. Ça suffit. Quand tu as condamné notre fils sans un seul fait, devant tout le monde, tu m'as montré exactement qui tu étais. Je ne signerai pas pour 20 années de plus. » Le divorce a été rapide. Il n'avait pas d'enfants à se disputer. Les biens ont été divisés proprement. Le seul vrai combat a concerné la maison. Ma mère voulait y rester. Mon père voulait la vendre. Le juge a donné raison à mon père. De toute façon, ma mère n'avait pas les moyens d'entretenir la maison seule. Elle a fini par aller vivre chez Tessa. 2 personnes émotives et réactives vivant ensemble. Je leur donnais 6 mois avant qu'elles ne commencent à se déchirer. Mon père a acheté un appartement à Scottsdale. Moderne, minimaliste, silencieux. Il avait l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Tania a tenté de susciter la pitié de nos amis communs. Elle a posté sur Facebook à propos d'ex-maris toxiques et de « culture du blâme de la victime ». Certains ont mordu à l'hameçon, mais la plupart non, surtout après que j'ai envoyé des preuves à quelques personnes clés. Elle a perdu presque tout son cercle social. Ceux qui sont restés étaient du genre à croire n'importe quelle femme, indépendamment des faits. Ils pouvaient la garder. Réveillon du Nouvel An, 2 ans après le divorce. Mon père était à la maison, en train de regarder le match avec moi. La sonnette a retenti vers 8 heures. « Tu attends quelqu'un » a-t-il demandé. Non. J'ai ouvert la porte, et elle était là. Tania, avec l'air d'avoir été mâchée par la vie et recrachée. Elle avait facilement perdu 15 kilos. Les cheveux tirés en une queue de cheval graisseuse, des cernes profonds que le maquillage ne cachait plus. Les médicaments contre l'herpès la détruisaient clairement. « Salut » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je peux entrer ? » Non. « S'il te plaît, juste 1 minute. Je dois te parler. » Mon père est apparu derrière moi. « C'est qui ?» Le visage de Tania a pâli quand elle l'a vu. Elle savait exactement ce qu'il pensait d'elle. « C'est Tania, dis-je, sans bouger de la porte. » Mais elle s'en allait justement. « Attends » a-t-elle dit rapidement. « S'il te plaît. Je t'en supplie. Écoute-moi, juste une fois. » Quelque chose dans sa façon de dire « je t'en supplie » m'a fait m'arrêter. Pas par pitié, plutôt par curiosité morbide. Jusqu'où était-elle prête à aller ? 5 minutes. Sur le perron. Nous sommes sortis. Mon père est resté appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés, l'observant comme si elle était un insecte dans une boîte. Elle s'est mise à pleurer immédiatement. Pas ces larmes manipulatrices du réveillon de Noël d'il y a 2 ans. De vraies larmes, moches, avec des sanglots, de la morve et tout. « J'ai tout gâché » a-t-elle dit. « Je sais que j'ai tout gâché. J'ai tout perdu. Ma carrière est finie. Mon appartement est fini. Je vis chez ma cousine à Tampa, dans la chambre d'amis. J'arrive à peine à payer mes médicaments. Mon crédit est détruit. Je n'ai plus rien. » D'accord. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne comprenait pas. D'accord ? C'est tout ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Tania ? Tu as fait des choix. Voilà les conséquences. J'avais peur. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Tu aurais pu dire la vérité. Cela aurait épargné beaucoup de peine à beaucoup de gens. Elle s'est essuyé le visage avec sa manche. Je sais. Je sais. J'aurais dû dire, mais je ne peux plus changer ça maintenant. Je peux seulement. Elle a pris une profonde inspiration, tremblante.
Je te demande de me donner une autre chance. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Une autre chance pourquoi? Pour nous. Pour notre relation. On était bien ensemble avant que tout s'effondre. On peut l'être à nouveau. J'ai changé. Je suis en thérapie. Je travaille sur moi. Je comprends ce que j'ai fait, maintenant. Tant mieux. Vraiment. Mais ça ne me regarde pas. S'il te plaît. Elle a agrippé mon bras. Je l'ai retiré. Je n'ai personne. Ma mère ne me parle plus. Tessa ne répond pas à mes appels. Je n'ai plus d'amis. Tout le monde sait ce que j'ai fait. Je suis complètement seul. Ce n'est pas mon problème. Comment peux-tu être aussi froid? De l'entraînement. Mon père a laissé échapper un petit rire sec derrière moi. Elle lui a lancé un regard noir et s'est retournée vers moi. Je t'ai aimé. Je t'aime toujours. On a passé 12 ans ensemble. Cela doit bien signifier quelque chose. Ça signifiait. Dans le passé. Puis tu as tout jeté quand tu as décidé de coucher avec Adrien comme une adolescente. Son visage s'est effondré. Je ne peux pas effacer ça. Je le ferais si je pouvais, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est demander pardon. Demander une autre chance. Te demander de m'aider à me relever. Voilà. Quoi? La vraie raison de ta présence. Tu veux de l'argent. J'ai besoin d'aide. Est-ce que c'est si mal que ça? On a été mariés. On a construit une vie ensemble. Est-ce que ça ne t'oblige pas à? Non. Ça ne m'oblige à rien. On est divorcés. Tu dois te débrouiller. Je suis malade. Je me bats pour survivre. Je deviens folle à essayer de comprendre comment je vais continuer, et tu es là, planté, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que, pour moi, ça n'en a pas. Tu es une étrangère qui a fait de mauvais choix et qui doit vivre avec. Comme n'importe qui d'autre. C'est laquelle s'est complètement effondrée. Elle est tombée à genoux sur mon perron, sanglotant, le visage enfoui dans ses mains. Un effondrement total. De ces pleurs si pathétiques qu'on a envie de détourner le regard. S'il te plaît. A-t-elle octé entre les sanglots. S'il te plaît, reprends-moi. Je ferai n'importe quoi. Je signerai n'importe quel prénuptial que tu voudras. Je ferai toutes les thérapies que tu ordonneras. Je travaillerai 3 jobs. Je ne supporte plus de faire ça toute seule. Je n'en peux plus. Tania, lève-toi. S'il te plaît, je t'en supplie. J'ai dit, lève-toi. Elle a levé son visage vers moi, le mascara coulant en traînées noires sur ses joues. Alors c'est tout? Tu vas juste me laisser souffrir? Tu t'es laissé souffrir quand tu as fait les choix qui t'ont amené ici. Je refuse simplement de réparer ça pour toi. J'espère que tu es heureux. Je le suis, en fait. Elle m'a regardé comme si je lui avais tiré dessus. Puis elle m'a tourné le dos et est allée jusqu'à sa voiture. Une vieille Honda, toute cabossée, qui semblait à peine tenir la route. Elle est restée assise au volant pendant une bonne minute avant de démarrer. Elle pleurait encore, probablement. Je n'avais même pas envie de regarder. Finalement, elle est partie. Mon père et moi sommes rentrés. Il a pris 2 sodas dans le frigo et m'en a tendu un. Eh bien. A-t-il dit en ouvrant sa canette. C'était divertissant. C'est froid, papa. Tu sais ce qui est fou chez certaines personnes? Elles brûlent leur propre vie et puis elles se présentent à ta porte comme si tu étais le service des réclamations. Il a bu une longue gorgée. Oui, madame. Je vois que vous avez allumé l'incendie et maintenant vous voulez voir le manager à cause de la fumée. J'ai failli m'étouffer avec mon soda en riant. On ne pourrait pas inventer ça, dit-il en secouant la tête. Ta mère a fait la même chose. Elle a fait exploser un mariage de 30 ans et ensuite elle a agi comme si c'était un scandale que je ne veuille pas réparer ses problèmes. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La même chose que tu aurais dû dire à Tania, ton urgence a cessé d'être mon problème au moment où tu as choisi d'en faire ton choix. Il a levé sa canette. À être en dehors des heures de bureau. J'ai levé la mienne pour trinquer avec la sienne. Amen. Tania a fait ses choix. Elle a trompé.
Elle a menti. Elle a tenté de me détruire quand la vérité est apparue. Elle a tout perdu à cause de ça. Et maintenant, elle voulait que je répare ce qu'elle avait elle-même brisé. Hors de question. Commentaire Monsieur Reddit. À tous les justiciers autoproclamés qui croient n'importe quelle larme de cinéma, j'espère que vous avez pris des notes. La vérité se fiche de votre drame, de vos larmes ou de votre tentative désespérée de contrôler la narration. Elle refait toujours surface, généralement avec des documents, des résultats médicaux et un avocat compétent et sarcastique. Et là, le seul rôle qui vous reste est celui du méchant de votre propre histoire.